Donc, j'ai vu des effets spéciaux. Des effets spéciaux. I was like, what is happening here? Like, comment je vois des archétypes du style du genre cinématographique, mythologique, à l'intérieur du genre dramatique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ils se sont pris pour Zena, la guerrière, ou bien la grosse est pris pour Zena, la guerrière, où elle invoque les esprits. Ouais, Seigneur Jésus, trop d'imagination. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme je disais tantôt, c'est une vidéo que j'ai fait en deux parties. J'ai fait en deux parties en réalité. Et dans cette deuxième partie, je vais parler de ce que j'ai trouvé particulier. S'en sortir ou non? On va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Voilà. Voilà, dans cette série, on est toujours dans les épisodes 66-67. Il y a des éléments particuliers que j'ai estimés, dont je souhaitais voulu parler aujourd'hui. En regardant la série, voilà donc ce qui se passait, je me suis rendu compte, je vis des scènes dignes des films mythologiques. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? Donc voilà cette image, déjà on a cette image de premières images. Ça c'est l'image d'une voiture qui est en train d'exploser. C'est je pense dans l'épisode 66. Ou dans l'épisode 67, je ne me trompe pas. Est-ce que ça fonctionne? Ils ont utilisé les effets spéciaux, c'est évident, parce que la fumée, nous tous on sait. Ils ont utilisé les effets spéciaux parce qu'ils ne voulaient pas faire exploser la voiture, clairement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fonctionne? Alors, en général, dans le cinéma américain, il y a les films de série B et les films de série A. Série B, en général, et les blockbusters. Les séries B, en général, ils sont les films à petit budget. On va voir ce genre de scène. Mais vous devez comprendre que pour réduire l'effet artificiel, en fait, de ce genre de scène, il faut que la voiture, lorsqu'elle explose, soit à distance, à une certaine distance. C'est mieux de faire ce genre d'effet lorsque la voiture est à une certaine distance. Non il n'est pas bon de faire un gros plan sur ce genre de scène. Lorsque vous faites un gros plan sur ce genre de scène et que on ajoute des effets spéciaux, en fait, c'est trop évident. C'est tellement, et vous, tout le monde le sait, c'est évident. Donc, pour éviter, ça détruit la qualité de la scène, ça détruit la qualité de la série. Lorsque vous voulez faire ce genre de scène, il est mieux que la voiture soit à distance et ça explose. Ce fait que l'effet qui sera vu, ça sera seulement la fumée qui monte. On voit seulement une fausse fumée qui monte, mais c'est moins évident parce que là, on voit même l'explosion qui a été faite. Et cela détruit la réalité et l'authenticité de la scène. C'est un gros bémol. Vous verrez donc en général dans les séries B, l'explosion se fait à distance ou parfois l'explosion se fait derrière un bosquet ou derrière une montagne. Vous allez seulement entendre l'explosion de la voiture et les fumées monter. Voilà, donc pour faire un peu ça beaucoup plus clean en fait, beaucoup plus poli, comme on dit souvent, il faut faire ça à une certaine distance pour réduire l'effet spécial que vous voulez ajouter à la voiture. Deuxième effet spécial que j'ai vu, c'était cette scène-ci, qui en l'occurrence l'apparition d'une mythologie. Alors qu'est-ce qui se passe d'un caractère mythologique en fait, une divinité mythologique? C'est une scène qu'on va retrouver dans l'archétype du genre mythologique, parce qu'au cinéma, il y a plusieurs genres.
cinéma que j'ai, il y a le genre dramatique. Dans le cas de cette série, on est sur un genre dramatique. On a les genres romantiques, on a les comédies. Les comédies romantiques, on a le genre comédie, on a le genre romantique, on a le genre aventurier, on a le genre policier, on a différents genres, on a le genre western aussi, on a le genre science-fiction. On a le genre mythologie, comme je disais tantôt. Comme je disais, en général, qu'est-ce qui se passe? Il arrive que dans différents cas de figure, on croise les genres, c'est-à-dire vous allez trouver facilement des comédies romantiques, comme je disais tantôt, des aventures mythologiques. Vous trouvez aussi des comédies mythologiques ou des romantiques. Comédie mythologique, Astérix et Obélix, vous aurez ça comme une comédie mythologique. Donc, ça arrive en fait, vous allez trouver des genres, des types de genres cinématographiques des films en fait, des séries qui embodiment plusieurs genres, qui ont plusieurs genres à l'intérieur. Et donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu mettre deux genres à l'intérieur, ils ont voulu croiser les deux genres. Et ils ont même croisé trois genres parce qu'il y a aussi le genre policier à l'intérieur. On a le genre policier, on a le genre mythologique, on a le genre dramatique. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Là, on a en face de nous un archétype. Un archétype, c'est-à-dire une image qu'on retrouve en général dans un genre, une image ancienne en fait, une image template que l'on retrouve en général dans ce genre-là, que sont des images qu'on doit retrouver dans ce genre pour reconnaître que c'est un genre mythologique. Donc, si vous avez l'habitude de voir Xena la guerrière, pour ceux qui voyaient Xena la guerrière quand on était jeune là, vous allez retrouver cette image-ci. C'est-à-dire, on a une personne en face, on a une actrice ou un acteur ou une actrice sur un amas de pierre, et puis on a la divinité mythologique, la divinité qui apparaît pour parler à la personne qui l'a sermonné. En général, cela arrive dans la mythologie, elle est plus récurrente dans les mythologies grecques en fait. Ce sont les mythologies, dans ce genre de films de mythologie grecque qu'on va retrouver. Donc c'est ça que je parlais de Xena, qui prend son essence dans la mythologie grecque, mais en réalité c'est un film américain. Xena, et c'était en général pour sermonner le dieu Poséidon, mais c'était pour sermonner les géants, c'était pour sermonner les cyclopes. Donc, ce sont des genres qu'on retrouve en général dans la mythologie. Et donc, cet archétype est extrait de ce genre. C'est pour ça que je parle de genre dans ce cas de figure, je parle de genre mythologie. Est-ce que ça fonctionne? Je vais dire, culturellement, en réalité, ça ne fonctionne pas. Parce que dans d'autres cultures, on n'a pas ce genre d'invocation. On n'a pas ce genre d'invocation spirituelle. Je vous explique. Pas que j'entre dans le spiritualisme, je parle dans les archétypes. Pourquoi? Parce que lorsque vous remarquez dans notre culture, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme n'est pas au même pied d'égalité que la mythologie, n'est pas au même pied d'égalité que l'esprit. Que ce soit un prêtre, que ce soit un tradit praticien, quoi que ce soit, ils ne sont jamais au même pied d'égalité que l'esprit. Jamais, ce n'est même pas ce genre d'image ne va jamais se retrouver dans la spiritualité africaine. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité africaine, en réalité, il n'y a pas d'esprit et l'homme ne sont pas à la même égalité. Le Dieu et l'homme ne sont pas aux mêmes égalités. Dans les mythologies anciennes, les mythologies grecques, en réalité, il y avait cette égalité parce qu'on estimait que les dieux, que ceux qui sermonnaient les dieux ou ceux qui sermonnaient les esprits ou ceux qui sermonnaient les divinités avaient une partie de divinité en eux. Xena était à moitié humaine, à moitié reine, à moitié divine. Il s'appelle comment? Le fils de Zeus. Il était à moitié prince, à moitié divin, à moitié homme. C'est pour ça qu'en général, vous verrez que ce genre d'image, ça c'est la signification de ce genre d'image. Dans son cas de figure, elle est une simple mortelle. Elle est une simple mortelle en face d'une divinité. Il n'est pas possible qu'un mortel soit à égalité avec une divinité. C'est pas possible. C'est ça que je dis, il y a erreur à ce niveau-là. Parce que ça ne fonctionne pas. C'est une image qui ne peut pas se retrouver dans la culture africaine parce qu'on n'a pas les demi-dieux chez nous. On a des humains, on a des dieux, on a des humains, on a des esprits. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, ça ne fonctionne pas parce que dans la culture, traditionnellement et culturellement, ça ne fonctionne pas. La spiritualité, ça ne fonctionne pas. La spiritualité africaine, ce n'est pas un archétype qu'on va utiliser. Donc, je dirais que c'est une archétype qui a été adaptée.
C'est un archétype adapté qui a été, c'est un archétype acquis. Voilà, on appelle ça les archétypes acquis. Mais ce n'est pas un archétype qui fonctionne chez nous parce que ça ne fait pas partie de notre tradition. C'est pour ça que je vais dire que c'est raté, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien fait. Mais l'esprit d'idée est là, l'esprit est là. Mais dans la lecture de cette scène, ça ne fonctionne pas avec notre culture. Voilà. Une autre chose dont j'aimerais parler, en réalité, c'est la sérénade. J'ai regardé l'épisode 67, c'est 66 que je regardais. Je vois comment Elimba commence à chanter loco à Fatima. J'ai envie de me rattraper. Épisode, chaque fois que je me rappelle avoir vu une saison, Madame et Monsieur, où le gars brun a chanté à Passinga. Il passait chanter une chanson à Passinga. J'ai dit, mais c'est comment quand? Donc chaque fois que elle s'appelle comment? Muriel Blanche va être dans une série. Pour la dragon, on va seulement chanter. On chante la sérénade. Chante une fois. C'est comme ça, c'est cadeau comme ça, on chante. On chante, c'est bon. Donc, why? Et ça m'a amusé, mais j'ai compris pourquoi c'est là. Et j'ai remarqué aussi, il y avait une demoiselle qui avait fait au même mesure, qui a le même commentaire. Moi, je dis, remarque qu'il y avait fait ça. Parce que c'est ma mère qui m'avait fait remarquer ça. J'étais au pays à l'époque quand j'ai vu cet épisode-là. J'ai dit que, mais, c'est vrai que c'était touchant, c'était une très belle scène. C'était une belle scène en réalité. Et c'est une scène qui fonctionne, je vais dire. Mais le problème, c'est que c'est répétitif. C'est répétitif, on va commencer à comprendre. Comme je disais la dernière fois de la scène des gens qui dansent pour elle, on va commencer à comprendre que chaque fois que Mitumba fait la musique, fait un film, il faut que Muriel Blanche va être actrice, il faut qu'il y ait une partie où on danse, on chante. On chante pour Muriel Blanche. Donc c'est trop drôle en fait. Mais après je comprends la scène pourquoi, parce que c'est une scène qui a fonctionné la dernière fois et ils se sont dit que ça apporte un peu de romantisme, mais ça donne cette touche romantique à la série. Je comprends très bien. Mais moi c'est que c'est répétitif. Si on remarque que cette scène, ça veut dire qu'elle est répétitive, elle devient lourde avec le temps. Et une autre chose que je vais noter sur cette scène en fait. Je vais noter, oh j'ai oublié ce que je vais noter, mais en fait je vais dire que c'est drôle, c'est assez drôle qu'on ait cette répétition dans la scène. Mais oh, Mitumba, c'est assez drôle qu'on ait ce genre de répétition. Voilà ce que je voulais dire, en fait. Ça appuie encore le fait que je dise qu'il n'est pas bon que la même personne soit le réalisateur, la même personne soit le scénariste, mais la même personne soit le metteur en scène et la même personne soit l'acteur. Ça fait à ce qu'on va retrouver des compositions scéniques qui sont répétitives. Moi, je voulais dire, lorsque vous voulez reconnaître un film de Mitumba, regardez dans la série, ne regardez même pas la liste des noms. Regardez dans la série, vous allez voir une partie où les gens dansent pour rien. Là, vous savez que Mitumba a mis sa main là. Ou c'est Mitumba, ou bien la personne s'est inspirée de Mitumba. Ou bien vous allez voir maintenant, où il y a une déclaration d'amour faramineuse. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est sa vision à lui, c'est la vision du réalisateur, l'expression du romantisme du réalisateur. Pour lui, ce qu'il y a de romantique, en fait, c'est de faire la sérénade à une femme. Ça, c'est l'élément de romantisme, en fait, ce qu'il estime être l'effet le plus romantique, en fait. Ça, comme je dis, c'est la guidance du réalisateur. C'est le réalisateur qui fait ça. C'est le script fait dire une chose, mais c'est le réalisateur qui, à la fin des fins, c'est lui qui a le dernier mot sur la mise en scène, en fait. Et voilà, donc on a ce genre de scène. Ouais, c'est bien de dire une tour, madame. Et je vous dis une chose, c'est une chose que je ne comprends pas, c'est une chose et je tiens toujours sur ça. Arrêtez de faire l'accumulation des postes. Arrêtez de faire l'accumulation des postes. Dans une même série, quelqu'un est à la production. Quelqu'un est réalisateur, quelqu'un est scénariste, il a la fois à la mise en scène et en plus il est acteur. Ah, mais Thomas, comment ce genre de choses ne va pas se faire? Comment ce genre de choses ne va pas se faire? On va avoir ce genre d'erreur, c'est logique qu'on ait ce genre d'erreur. C'est tout à fait logique, ça ne chauffe pas, c'est normal qu'on a ce genre de soucis à la suite. Parce qu'on fait l'accumulation de postes. Avoir plusieurs compétences, c'est bien, c'est même très bien. Par exemple, moi, debout là, c'est mon cas. Mais ça me permet de diriger les gens, de diriger les gens. Je peux avoir 4 ou 5 spécialisations, mais ça ne veut pas dire que je vais étudier toutes ces spécialisations-là dans mon lieu de service. Jamais. Il y a une équipe, donc ils vont s'occuper, chacun va s'occuper
de sa spécialisation. Mon travail, vu que j'ai plusieurs spécialisations, ça me permet simplement de contrôler le travail, de guider la personne avec qui je travaille. Pas d'aller faire ce métier-là, pas d'aller faire ce travail-là. Tu peux être un très bon joueur de basket, tu peux être un très bon joueur de football, tu peux être un très bon joueur de basket, mais tu ne peux pas être champion dans les trois. Tu dois avoir une spécialisation dans laquelle tu es champion. Voilà, tu dois avoir une spécialisation dans laquelle tu es champion et tu vas sur ça et les autres spécialisations te permettent de guider ton équipe. Tu dois t'appuyer sur ton équipe, tu peux pas fonctionner comme tu fonctionnes. C'est incroyable en fait. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est même pas le seul. Même celui de Orimo a le même problème. Même le réalisateur de Orimo, Pascal des options, non pour moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi vous sentez d'être cette nécessité d'avoir plusieurs casquettes. Je ne sais pas pourquoi. Et même pas que vous avez plusieurs casquettes, en plus, vous utilisez cette casquette-là pleinement. Vous utilisez cette casquette-là pleinement. C'est pas possible en fait. C'est pas possible, je ne sais pas. I don't understand. I don't understand. Voilà. Bon, une chose dont je voulais parler, je voulais aussi parler, je pense que je vais terminer sur cela, les mises en scène. Les mises en scène. Quand vous décidez de faire des séries télévisées, considérez les mises en scène. Tous les jours, je parle de ce qu'on appelle storyboard. Les storyboards ne sont pas là juste pour être là. Ça prend du temps pour les concevoir, je suis d'accord. Ça prend beaucoup de temps. Mais ça vous permet d'avoir une prévisualisation des scènes que vous allez tourner. Voilà cette scène-ci. On va continuer avec ce type. Qu'en dites-vous, président Kananga? On est tous unanimes. Ce type nous cause trop de problèmes. On doit le remplacer. Le remplacer. C'est un gouverneur élu. Ce n'est pas un directeur d'une entreprise du quartier. Pour le remplacer, il faut d'abord l'évincer. L'évincer? Mais c'est ce qu'on s'est dit hier, non? Ça te cause un problème? Non, non, pas du tout. Combien ça nous coûterait de l'évincer? Combien d'argent il faut pour l'évincer? 5 milliards devrait suffire, je pense. 5 milliards. Au moins, on est tous d'accord qu'il faut le dégager. Mais... C'est une scène de complot. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a un problème? Qu'est-ce que ça a quel problème? Ça a beaucoup de problèmes parce que aucun complot sur cette terre se fait en pleine journée, en pleine lumière de jour, parce que tout ce qui parle de destruction se fait dans la nuit. C'est l'archétype du complot. C'est l'archétype du complot. Les complots se font dans la nuit. Depuis la nuit des temps, ça s'est toujours fait dans la nuit. Donc, lorsqu'on parle de complot, on parle de réunions à ciel fermé. Vous nous faites un complot en pleine journée, c'est-à-dire que vous mettez des lumières vibrantes, même si ça ne s'est pas tourné en pleine lumière, les lumières vibrantes, alors que vous pouvez nous mettre que l'obscurité. C'est l'archétype du complot. Lorsqu'on parle de complot, on parle de l'obscurité. Ça se fait dans le noir, ça se fait dans les espaces clos. Vous nous faites mise en scène zéro. Pourquoi? Parce que vous nous faites une salle de réunion ouverte. Lorsqu'on parle d'ouverture, lorsque vous mettez cette mise en scène, cette impostation scénique, ça permet de donner une idée d'ouverture, d'accessibilité, alors qu'on parle d'un complot que vous êtes en train d'intégrer. Puisque vous êtes en train d'intégrer un complot, ça devait être une mise en scène fermée, une construction scénique fermée. C'est-à-dire que les personnes devaient être autour d'une table, ça devait être fermé, pas ouverte comme vous avez fait. On ne devait pas voir archétype du complot. Utilisez les archétypes. Même si ça se fait dans un bureau, jouez sur le mystère, jouez sur l'image. On n'est pas obligé de voir les visages de tout le monde qui complote. Même si on les connaît, on n'est pas obligé de voir. Utilisez la susurration, utilisez le mystère, utilisez dans les détails, avec les détails, le diable dans les détails. Non. En plein jour, en pleine lumière, le complot se fait. Dans quel monde, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière vive. On voit trop le visage des personnes. L'impostation n'est pas bonne. La salle n'est pas bonne. Tout est... Ce n'est pas bon. Ils ont des gifs. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. It doesn't call complot. Ça ne donne pas complot. Ça ne donne pas l'image de complot. Ça ne donne pas l'image de complot. Ça ne donne pas l'image de complot. Une autre scène, c'est cette scène-ci. Non, en ce moment. C'est cette scène-ci. C'est pas question.
Moi, j'ai dit 40%. Et c'est ce qui est... Il y a le langage non parlé. Sauf... Le langage non parlé. Voilà 3 hommes. Il y a Elimba, il y a ce monsieur, je ne connais pas son nom, et l'autre monsieur. Ils sont assis là. Ce sont les gens qui ont... Ils font partie des 2 personnes qui ont joué qui ont fait le complot. Vous êtes bien d'accord qu'au début... Qui ont fait le complot, le complot là. Qui ont monté le complot. Qui sont en train de monter le complot contre Elimba. Cet homme que vous avez mis au fond du canapé, l'impostation, le langage corporel de cet homme donne l'impression qu'il ne fait pas partie de la conversation. Pourquoi? Parce qu'il est appuyé sur le côté gauche de la manche du canapé. Et son corps est en train de se pencher vers l'externe. Ça veut donc dire que le complot, en fait, ce sont ces 2 personnes. Si tu dois faire la lecture scénique et que je dois éteindre le son, je dois éteindre le son, je vais comprendre que le complot, la réunion se fait entre 2 personnes, entre le monsieur et Elimba. Le 3e monsieur ne fait pas partie de la réunion. Pourquoi? Parce que la mise en scène est ratée. Le langage corporel est très important lorsque vous faites des mises en scène. Le langage corporel est très important. Lorsque vous faites une scène comme ça, on a plutôt l'impression que celui-ci se distance de la conversation. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé une impostation scénique qui ne fonctionne pas pour cette scène-là. Il faut tenir compte du langage corporel. Il faut tenir compte de l'impostation scénique avec laquelle vous travaillez. C'est très important. Je vous ai dit, tout est dans les détails. Pour les personnes qui ont une lecture profonde des scènes, ils vont vous dire que ça ne fonctionne pas. Et ils vont dire que ça ne fonctionne pas parce que la scène est mal tournée. Ce n'est pas toutes les scènes qu'on a oublié de voir. Ce n'est pas toutes les scènes qu'on prend, on fait des sur les scènes. Ce n'est pas dans toutes les scènes qu'on fait des gros plans. Ce n'est pas dans toutes les scènes, sur toutes les scènes qu'on fait un gros plan. Une autre scène qui ne fonctionne pas. Cette scène-ci. Là où elle s'appelle comment? Fatima parle avec la fille, la dame qui invoque les esprits là. Gros plan, vous avez passé autant à faire les gros plans. Ok, ça fonctionne parce qu'à la base, il y a une certaine distance qui se fait entre la femme et la tisa. Et c'est intéressant. Donc, c'est ça que ces gros plans fonctionnent. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est lorsque elle s'appelle comment? Fatima part embrasser la jeune dame. Et la jeune dame, en fait, pense. C'est-à-dire, on a une idée de ce qu'elle pense. Ça ne fonctionne pas. Et je vous ai déjà répété, on n'a pas besoin d'écouter ce qu'elle pense. Oh, we don't need it. We don't need it. We don't want it. Laissez l'imagination jouer. Laissez l'imagination. On n'est pas dans un film, dans une série de livres. Laissez l'imagination jouer. Oh, simplement son fils et mimique facial, en fait, suffit à nous faire comprendre qu'elle est en train de comploter quelque chose de mauvais pour contre Fatima. On n'a pas besoin d'entendre, l'idée qu'elle se fait derrière. On n'a pas besoin d'entendre ça. Je le dis tout le temps, je vais dire des fois, je vais sur l'imagination, je vais sur le mystère. Arrêtez de nous montrer tout. Vous tuez la série. Vous êtes en train de la tuer. Bon, c'est tout ce que je voulais noter par rapport à ces 2 épisodes que j'ai vus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Laissez un commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et on se retrouve pour la prochaine.